That woman deserves her revenge. And we deserve to die. Bonjour à tous et bienvenue dans Pote à la compote, le podcast qui parle cinéma entre potes. Pour aujourd'hui, avec mon acolyte Clément, on va vous parler non pas d'un, mais de deux films qui ont marqué les années 2000 par leur style et leur complémentarité. Merci d'être sur Pote à la compote. On va donc vous parler de Kill Bill, volume 1 et 2. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. Alors l'idée de Kill Bill est née sur le plateau de Pulp Fiction par une discussion entre Uma Thurman et Quentin Tarantino où ils se pitchent un peu les deux une histoire d'une tueuse d'élite internationale. De là Tarantino va partir et va écrire un script de 200 pages et c'est de là que va naître Kill Bill, l'histoire de la mariée vêtue de sang. Donc Pierre, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Est-ce que tu as aimé ? Ben écoute, moi j'ai beaucoup aimé. C'est un de mes premiers Tarantino que j'ai pu voir à la téloche. Ah, téloche. Et c'est exactement, c'est ça. Et non, j'ai beaucoup aimé. Alors, je l'ai vu quand je devais avoir 15 ans. Donc, en fait, j'ai vu que le volume 1. Et je voyais pas l'intérêt de regarder le volume 2. Enfin, j'avais pas vraiment... Personne m'avait dit de le regarder. Donc, bon, je me suis dit, c'est pas grave. C'est pas si terrible que ça. Et en sachant que mon top 4, il y avait Nemo dedans. Ouais. Donc, pour te dire le top 4. Ouais, t'étais petit là. Voilà, j'étais tout petit. Et là, en 2020 ou 2021... j'ai vu le 2, enfin le vol 2 quoi du coup. C'est récent, ouais. Et ouais, c'est ça, et je me suis remis sur le 1 et 2 et en fait je me suis dit bah ouais, c'est du grand Mendes hein, comme on dit chez nous. Non, franchement, c'est deux grands films qui au final font un film d'après Quentin mais qui pour moi je trouve qu'il a vraiment raison, mais il y a quand même ce côté où le 1 reste un peu enfantin alors que vraiment le 2 on part dans le côté un peu plus adulte. Tu sais de la du cinéma, même aussi des références. Tu vois, c'est vrai que dans le 1, je trouvais plus de références de moi adolescent que le 2. C'est plus ce western-là que nos parents connaissaient, que moi j'ai pas trop connu, que j'ai essayé de regarder, mais c'est vrai que voilà, c'est des choses que moi en tout cas j'ai pas connu. Et de le voir comme ça m'a donné envie de regarder un peu ce western-là, un peu ancien, l'ancien western, quoi. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ben, notamment, les deux parties sont vraiment différentes, mais en même temps se complètent et font une œuvre à part entière qui est un classique des années 2000, et voire un classique du cinéma. La première partie, c'est plutôt un hommage au film hongkongais, notamment de la Shaw Brothers. Le logo apparaît au tout début du film. D'accord. Et donc vraiment, les personnages sont iconisés au maximum, en fait. Ouais. On ne cite même pas le nom de la mariée. Elle est camouflée, qui est d'ailleurs un hommage à Jean-Luc Godard. Du film Made in USA. Tarantino est un grand fan de Godard. Il a notamment appelé sa société de production comme un des films de Godard qui est une bande à part. La société de production de Tarantino, c'est A Band à part. Et donc du coup, voilà, la première partie... Godard qui s'en bat les couilles. Oui, et Godard pour lui, c'est voilà. juste un faquin. C'est un faquin, voilà. Et donc voilà, la première partie, c'est ça, c'est les films hongkongais, les films japonais, les films de samouraï. Il cite Lady Snowblood, il cite énormément de choses, il cite aussi des films indiens, notamment le passage en animé qui a été animé par Production IG, qui a fait Ghost in the Shell. Ouais. Voilà, il rassemble tout ce qu'il peut, tout ce qu'il adore. Et la deuxième partie, du coup, elle est plus axée toujours film hongkongais, japonais, mais il y a ce côté un peu plus western aussi. Bien sûr. On va plus traiter les personnages, on va apprendre en détail l'histoire de chaque personnage, chaque tueur, les motivations notamment de la mariée, de Béatrice Kiddo. Pourquoi elle veut se venger ? Bon, on sait pourquoi elle veut se venger, mais pourquoi elle a pris ce chemin-là, pourquoi elle a changé et pourquoi les autres veulent la tuer aussi. Et donc voilà, donc il y a ce côté-là où la deuxième partie, c'est un peu plus terre-à-terre, on va dire. Il y a un peu moins de fantaisie, même si ça reste toujours du Tarantino, donc ça tranche à tout va. Et puis c'est les réponses du 1 hein, aussi, Oui. tu vois. C'est vrai que le 1 reste quand même très mystérieux dans le fait où on voit pas le méchant, où au départ... Anna Thurman, Emma Thurman, on connaît pas vraiment son nom. Oui. Tout est assez un peu compliqué à comprendre. Tu te dis mais attends, mais du coup ces filles c'est qui ? C'est des tueuses, mais de qui ? Mais le gars ça doit être vraiment un dieu vivant. Et en fait le 2 je trouve que il te ramène vraiment à terre en te disant bah, en fait c'est juste des êtres humains.
qui effectivement ont des capacités hors normes au niveau de la bagarre, mais à part ça, ça reste voilà, des gens lambda qui mangent, tu vois, qui dessus. Donc c'est vrai que j'ai bien aimé aussi ce rapport un peu terre à terre de Tarantino qui te dit, sur le 1, il te glorifie un peu ce côté méchant, tu vois, un peu tueur, et sur le 2, te dire, ben, en fait, au final, une personne peut décimer 10, quoi. Alors que pourtant, les 10 sont des professionnels, et tu vois. Donc non, moi, j'ai beaucoup aimé justement ce parallèle-là, un peu, te rappelant aussi ça. Et puis le côté un peu, voilà, un peu plus sérieux dans le 2, avec ce côté un peu plus famille. euh, En sachant que Emma Thurman, ils ont attendu de tourner le film pour elle, parce que Madame enceinte. était enceinte. Oui, madame a ses Non, exigences. non, mais voilà, non, elle était enceinte, donc ils ont pas, il a vraiment voulu d'elle, Tarantino, donc il a attendu pour commencer justement le film. Donc il y a ce côté aussi un peu, je trouve, un peu émouvant, tu vois, de se dire les anciens, ces anciens moments que tu as vécu, et puis au départ, ça commence vraiment, elle est enfin, en robe de mariée, enceinte, et une balle dans la tête, quoi. Oui. Donc tu te dis, c'est des Ça moments co- très tristes. Ça commence cash, ouais. Et ouais, c'est ça. Et en fait, le 2 te redonne un peu foi en l'humanité. Voilà, Oui. je le dis. Là, t'as totalement raison, hein. C'est vrai que t'as ces deux parties-là qui se complètent. Moi, j'aime bien ce film. Je trouve que c'est quand même. Ça permet déjà de. Tarantino cite énormément de Ouais. personnes. Là, il se régale. Il envoie de tout ce qu'il connaît. Il fait des citations à tout va, que ce soit dans les plans de caméra, dans les musiques. Il reprend du Quincy Jones. Il reprend des petites parcelles de téléfilms, de séries Z. En fait, il met tout ce qu'il aime. Même dans le jeu de couleurs, il prend du noir et blanc, il Oui. met après en couleur. Et puis je trouve que, bon, après, c'est là où tu reconnais quand même un grand réalisateur. C'est que Tarantino arrive à te mettre tout ça sans que ce soit un navet non plus. Parce Oui. qu'il y a beaucoup de films, je pense, qui, avec deux références, deviennent trop compliqués à comprendre. Alors Oui. que là, pour moi, je trouve que c'est un peu le même style que Babylone. Parce qu'au final, il t'explique un peu aussi ce qui s'est passé avant et ce qui a pu générer justement ce cinéma-là, tu vois. Cinéma d'action. Il fait des références à Godard, donc on est sous la nouvelle vague, tu vois. En fait, il est vachement dans ce côté en te disant, bah, tout le cinéma que j'ai aimé, c'est quand même du cinéma qui nous permet de faire des scènes maintenant qui sont bah, prodigieuses, hein. Dans le 1, on va en parler, mais la scène de bagarre, je pense que c'est compliqué de trouver une scène de bagarre aussi cool dans les années 2000 que celle-là quand même. Oui, oui, c'est vrai. Bah, elle est iconique, À hein. part toi en CM2, j'ai vu Oui. des vidéos, c'était assez impressionnant. À part Voilà. moi avec le caméscope de la famille où je me filmais en jouant Spider-Man. C'est Voilà. vrai qu'il y avait Sur ces ça. moments-là, ces rushs-là sont assez précieux et, Il et, me tarde d'avoir ces rushs. et reflètent d'une grande maturité déjà visuelle. Et non, mais c'est vrai que oui, c'est la scène avec les Crazy 88 Exactement. où elle s'envoie des mecs, elle s'attranche à tout va. Franchement, ouais, c'est stylé. Ouais. Elle saute, elle vole, tu vois, et tu acceptes. Quand tu commences le film, déjà tu commences direct avec une bagarre. Bien sûr. Tu sais où tu vas aller avec des bruitages, etc. Donc on rentre direct, on te dit bah là tu vas te régaler. Et la partie 2, c'est plutôt on va t'expliquer un peu l'envers du décor. Et puis elle se blesse aussi, hein. Oui, C'est oui, quand oui. même, tu vois, pas une super héroïne, parce que, mais quand même un personnage principal qui se blesse aussi. Mm. On en a parlé, tu vois, sur le James Bond, où au départ, c'était un James Bond qui se blessait jamais. Là, elle, sur certains combats, pardon, tu la sens fatiguée, tu la sens un peu épuisée, tu vois, par les coups, par Ah les... bah, elle Enfin, va- je trouve que Elle même va déguster, hein. c'est ça, non, mais le jeu d'acteur est quand même exceptionnel de te faire ressentir ça juste à l'écran et vraiment de te dire, bah, c'est possible, effectivement, que cette personne-là qui a entraîné soit quand même un peu fatiguée de se foutre sur la gueule avec 18 mecs Putain, ouais. et qui ont des couteaux, et voilà, des trucs. Ouais, parce que si, franchement, elle a dégusté la Béatrice, hein. Ah oui, Parce là, que bah, elle s'est pris une balle dans la tête, elle s'est faite violer, elle s'est battue contre des centaines de mecs, elle s'est faite enterrer vivante. Enfin voilà, bon, ouais, ça fait quand même pas mal sur un CV, quoi. elle s'est pris un coup de chevrotine dans le plexus. Ouais, Bon, c'est vrai que. dans le sternum, elle s'est envoyé un coup de. Ouais, elle a pris cher, Ouais, mais elle a. Et c'est là où, franchement, Uma Thurman est crédible à 100% là-dedans, c'est qu'elle se la donne, quoi. Même moi, elle me faisait peur. Au Mm. début, ce que je me disais, c'est que je me dis, cette femme, elle est prête à tout pour se venger, quoi. Ah oui, c'est sûr. Et puis, elle reste envoûtante dans son jeu, quand même. Tu vois, Oui. tu reconnais quand même que c'est une femme qui arrive à jouer ça
en ayant quand même une délicatesse, je trouve, à l'écran. Oui, parce qu'il y a des passages où elle est un peu plus charitable, Ouais. où elle va devoir parler, soutirer des informations. Donc il va falloir qu'elle soit un peu plus gentille, souriante. Et là, on y croit, on a presque envie de passer une journée avec elle, Bien sûr. etc., discuter. Mais bon, quand elle a vraiment le démon, bah, elle arrache des yeux, elle coupe des C'est bras. ça, non, enfin, mais bien sûr. c'est, Bon, ça puis envoie. ouais, c'est assez violent. Ouais. Même, Oui. comme tu disais, hein, la scène du début, la première bagarre. Enfin, non, une des premières bagarres, pas la première, mais une des premières, quand elle sort de l'hôpital, qu'elle va Ah, voir. oui. euh, Oui, elle explose des crânes. Enfin, Ouais, voilà. c'est ça, une fille qui s'appelle qui s'appelle Vipère ou un truc comme ça. Ouais, la vipère assassine, Ouais, c'est c'est Elle ça. Driver. Et ben quand elle va la voir, ils commencent à se battre et en fait sa fille arrive et vraiment très Ah oui, drôle non. juste elles mettent les Oui, le personnage joué par Vivicia Fox. c'est crois. ça. Oui, c'est une des premières vraies bagarres qu'on voit. Oui, c'est ça, c'est un peu vraiment sanglante et en fait ils foutent le bordel partout. La fille arrive, monte dans ta chambre, on va parler et en fait Oui, l'autre est finie. Enfin voilà, tout ça fait que je trouve elle joue vraiment ce côté un peu fou aussi. mais il y a ce côté respectable de Béatrice Kiddo, là, de la mariée. C'est qu'en fait, quand il y a sa fille qui rentre, elle lui dit, écoute, elle s'arrête direct, elle dit, bah, si tu veux, on fait ça, mais ailleurs. Bien sûr, ouais. Voilà, donc elle respecte quand même ses combattants, mais à un moment, il y a un dialogue où on lui demande est-ce que ces combats étaient faciles. Elle dit que non, elle dit que c'était des très bons combattants. Ouais, bien sûr. Il y a ce respect-là, où là, ses ennemis à elle n'ont pas de respect, vont tenter des coups dans le dos Ouais, pour la tuer, en fait, tout le long du film. bien sûr. Et notamment, après, il y a énormément de personnages. Il y a notamment Pai Mei, qui Ouais. est un vrai personnage, enfin, qui n'existe pas dans la vraie vie, mais Mhm. qui est un personnage qui a déjà été dans des films hongkongais, notamment. Et là, il a été joué par Gordon Liu, qui est le même acteur qui joue le chef des Crazy 88. D'accord. Voilà, il a Ok. repris le même acteur. Et de base, alors ça, c'est fou, de base, Tarantino voulait jouer Pai Mei. Ah oui, ça je l'ai vu, sauf que Mais j'avais c'est- pas le temps. Non, mais il a commencé à s'entraîner pendant Ouais. 2-3 semaines, mais c'est un botch. Enfin, je veux dire, qui a un ego aussi surdimensionné Ah pour oui, se non, dire, mais ça c'est. je vais jouer un, je vais Ouais. jouer un maître des arts martiaux. Mm. Mais enfin, bon, Tarantino quoi. bon, vraiment. reste derrière la caméra, tu vois, dirige les acteurs. Mais là, franchement, quand j'ai vu ça, franchement, ça m'a fait bien rire. Je l'imaginais bien en toge en se disant, ouais, je peux le faire. Oui, puis surtout qu'en plus il se démonte pas quoi. Tu sais, Ouais. je suis sûr de le voir en Il avait disant. commencé l'entraînement et tout. Ouais, et mais puis il de le s'est voir dit, non, devant je la peux pas. glace en disant. Mais là je suis un monstre. Mais oui. Là je vais les impressionner quoi. Ouais. Alors que franchement, je dis c'est bon, laisse le truc aux grandes personnes. Tu réalises très bien, mais arrête avec ça. C'est tu comme vois. si demain on voulait faire un biopic sur Tom Cruise ou sur Brad Pitt et que je disais, attends Pierre, Brad Pitt, je le fais. Ouais, c'est ça. Non, mais exactement, c'est Non, ça. mais Non, je le fais. surtout ce qui est fou, c'est que donc tu réalises le film, donc tu dis bah c'est moi qui réalise, donc Il a c'est écrit, du il a tout travail et écrit. tout. Hein. Ouais, c'est ça. Et après tu fais. Par contre, lui, moi, je voulais jouer. Hein. Ouais. Mais attends, mais tu ne fais pas l'art martiaux, ce n'est pas dans ta culture. Et alors Je m'en Et alors Je n'ai rien Alors que là, vraiment, enfin, celui qui le joue Oui. joue super bien, quoi. Franchement, tu dis bah ouais, tu vois un peu. Je vais faire un biopic sur Mandela. Et c'est moi qui joue Et Mandela. c'est moi qui joue. Non mais franchement, Non, mais en bien plus, sûr, c'est un quand peu. on voit le film à contre-coup, on se dit il a écrit ce personnage, etc. Bon, personnage qui est connu, qui est culte dans Ouais. dans la culture hongkongaise, des films hongkongais. Et se dire ce que ça a donné en se disant, bah, je vais le faire, je n'imagine jamais Tarantino là-dedans. Ou alors il n'aurait pas pu faire autant de choses, enfin, ça aurait pas Non, été mais crédible. bon, voilà, c'est Ça aurait viré au nanar, je pense. c'est la grosse tête de Tarantino, quoi. Oui. C'est le ce Et fait- alors que Uma Thurman, par contre, elle a assumé jusqu'au bout. Elle a vraiment fait. D'ailleurs, l'entraîneur qui s'est occupé de toute l'équipe du film, c'est Ouais. le même qui a entraîné l'équipe de Matrix. D'accord. Donc ok. le type, c'est un Ouais, mec c'est qui un s'y connaît. connaisseur, quoi. Voilà, donc. Il a entraîné Uma Thurman. Par contre, Uma Thurman, elle s'est filée. Genre, Ouais, mais même au combat du sabre et tout, je trouvais ça Ah oui. impressionnant. T'as des vidéos aussi qui te montrent elle est hyper crédible, franchement. avec un sabre en bois. C'est assez impressionnant quand Ah, même. elle est trop forte. Parce que au départ, tu dis, bon, peut-être là c'est une doublure, ou là, tu vois, ça a été tourné un peu au ralenti, ça a été accéléré. Pas du tout. Genre vraiment, juste, elle est exceptionnelle dans ce rôle-là. Et je pense qu'elle s'est engagée à 200%. Ah et oui. surtout qu'en plus, sortie d'une grossesse. Hein. Oui, bah, en Ça fait, veut dire tu que vois, là, elle enfante. Donc c'est quelque chose quand même, une des plus belles choses au monde. Et après, elle dit, je vais m'entraîner. pendant des juste- mois. Hein. Ah non, mais Elle s'est c'est pas enfin, arrêtée. c'est un truc de fou quand Et même. Tarantino les surveillait pour qu'ils s'entraînent bien. Ouais, Mais ça pour aussi. qui se prend ce type? Non, non, mais là, on va en parler après. Attention, Tarantino. On va parler Ouais. de toi après. Mais... Fais gaffe, mon poulet. Non, non, mais après, oui, c'est sûr. Et puis, il prend des acteurs aussi. Enfin, Oui. là que tu retrouves maintenant, où tu dis, bah, c'est les top acteurs, quoi. Et Franchement. c'est vrai que même Vicia Fox, elle avait dit. Alors, il y avait que Uma Thurman qui arrivait à avoir un laissez-passer avec Tarantino. D'accord. Il était assez sympa avec Ouais. elle.
mais c'est vrai qu'il était hyper exigeant sur le tournage. Ouais. Il demandait à tout le monde de s'entraîner, de suivre les lignes de dialogue, enfin voilà, il était vraiment autour, et c'est Uma Thurman qui calmait un peu la chose. Ouais, qui disait Il restait un petit peu en tant que médiateur dans ça. Ouais, entre les deux. Et donc, une aussi des sources d'influence très fortes du film, alors il y en a deux. Il y en a un, c'est La mariée était en noir de Truffaut. Donc, Godard. Tarantino a toujours nié avoir vu ce film, mais la source d'influence est très forte. Ouais. Voilà, c'est indéniable. Lui ne le reconnaît pas parce que c'est un fan de Godard, D'accord. donc il réfute un peu Truffaut. Et l'autre source d'influence... C'est comme Nike Adidas Ouais. pour Godard et Truffaut. Ouais, j'ai cette impression-là, alors que les deux peuvent totalement coexister. Ouais, et puis s'il faut, les deux étaient vraiment Ils étaient collègues, amis, quoi. ils étaient amis, quoi. Mais bon, pour Tarantino, c'est impossible de le reconnaître. D'accord. Et l'autre source d'influence, c'est Lady Snowblood de Kazuo Kyoke, D'accord. qui, notamment, la scène de fin, la scène de bataille dans la neige, Sur le 1, ouais. sur le 1, Ouais. voilà, dans le volume 1, est une inspiration à 100%. Enfin, c'est le film de Kyozo. Ouais, avec Koike. lui. Voilà. Joué par la combattante qui est jouée par Lucy Liu. Oui, Lucy aussi. Liu. D'ailleurs, Clément, je sais pas si tu savais, mais Daryl Hannah, Oui. c'est une femme qu'on connaît. Oui. Alors, pas Voilà. personnellement, parce que là, voilà, les gens pensent que non, Non, on ne connaît pas. pensez pas. On connaît parce que On en a on a parlé. travaillé notre sujet, on a travaillé d'autres sujets, d'autres films. Et dernièrement, qu'est-ce qu'on a fait, Clément, comme podcast? On a fait Blade Runner. Exactement. Où on voit quand même un cyborg qui lui ressemble bizarrement. Et d'ailleurs, là, on peut en parler un peu. La scène de mort dans Blade Runner Ouais, ressemble énormément à une scène de douleur dans le film. ah, dans le. Quand Ouais. elle se chicote par terre, Ouais. etc. Oui, c'est vrai Il y a, qu'effectivement. il y a aussi une référence à ça. Donc voilà, Tarantino, lui, il va se régaler, il va citer. Et notamment, les scènes elles sont grandioses. Même dans la deuxième partie, c'est vrai qu'il y a les scènes les plus marquantes sont dans la première partie. Mais Ouais. dans la deuxième, c'est vrai que ça s'envoie. Et Uma Thurman est trop forte là-dedans. Elle incarne le rôle à la perfection. Et notamment, il y a certains passages qui sont passés en noir et blanc pour un peu contrer la régulation un peu des jeunes. Ouais. Parce que certains films aux États-Unis, notamment, ils sont super à cheval là-dessus. Certains films, quand ils ont la rated R, c'est-à-dire impossible de regarder le film sans être accompagné de son papa et de sa maman. D'accord. Donc là où en France, si tu as 12 ans, tu peux y aller tout seul. Ouais. Aux États-Unis, un film comme Kill Bill, si tu as 16 ans, tu peux pas y aller sans tes parents. D'accord. Donc il y a ces côtés-là où c'est pour ça qu'il y a des passages en noir et blanc. Ok. Pour un peu cacher. Ouais, ce pour côté éviter de se sang. faire sanctionner en fait dans un pays où on autorise les armes. Attention. Ouais. Voilà, avec tout le respect. Et le pire, c'est qu'ils censurent encore plus les scènes de sexe. Les scènes de sexe sont D'accord. encore plus censurées. Donc Ok. ça, c'est un autre parallèle Ouais. que je ferai un jour pour un peu piquer les États-Unis. Mais oui, Un grand piqueur en fait. ils sont très à cheval là-dessus. Donc en regardant un film comme Tarantino, on sait très bien à quoi s'attendre. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a des passages en noir et blanc. Et le seul pays qui a eu le film en couleur du début jusqu'à la fin, c'est le Japon. Ok. Le Japon a pu voir Kill Bill volume 1 et volume 2 sans aucun passage en noir et Un blanc. noir et blanc. Ok, d'accord. Et je trouve qu'après, les passages en noir et blanc, il arrive à les incruster de manière intelligente. Ouais, et puis je trouve que ça donne un cachet un peu au film qui reste assez sympa. Donc, moi en tout cas, ça m'a pas dérangé. Mhm. Toi, je sais pas si Non, ça. non, du tout. Non, Moi, tu je pensais vois. que c'était vachement fait exprès en fait. Ouais, mais moi aussi, vraiment, Parce je me suis que dit. ça- En plus, quand tu m'avais parlé que vraiment c'était un fanboy de Godard, Ouais. je me suis dit peut-être qu'il a voulu aussi représenter ça en disant bon, je peux faire du noir et blanc, tu vois, j'arrive à le gérer. Il a réussi à se débrouiller, franchement, c'est Et crédible. en fait, je me suis dit, bah, si on me l'avait pas dit, Ouais, j'aurais dit oui, le film, ça me dérange pas qu'il soit comme ça, quoi. bien sûr, et puis ça marche très bien. Et même moi, je pensais que c'était fait exprès. Ouais. Voilà. Et aussi, il y a une autre version aussi du film qui s'appelle Kill Bill The Whole Bloody Affair, c'est-à-dire toute l'affaire complète, D'accord. toute l'affaire sanglante. Et en gros, en fait, c'est les deux films. Je crois que c'est une durée de 3 heures. En Ok. fait, c'est les deux films mis bout à bout. Bout à bout, Donc ouais. en fait, c'est non-stop. C'est le film, entre guillemets, comment il devait être de base. Parce qu'il y a pas mal de petits quiproquos. On ne sait pas trop. Est-ce que c'est Tarantino, des producteurs C'est pas au Festival de Cannes Il- qu'il a fait une projection, justement. Ah bah alors, cette version-là a existé après. Peut-être pas de cette version, mais des deux films. Je crois qu'il Bah avait alors, fait une Il y a une projection. version qui existe. Il y a des projections qui sont faites régulièrement. Ouais. Je crois que la dernière fois, il y a eu une partenariat avec Fortnite où ils ont montré un passage, je crois, la jeunesse de Kimiko. Enfin, D'accord. des trucs ouais. comme ça, mais je sais que cette version existe. Je l'ai jamais vue. Alors je pense que d'ailleurs quand ils l'ont sorti, il y avait des rumeurs comme quoi la version animée durerait plus longtemps. Ok. C'est pas vrai, la version animée dure la même Ouais, durée, y a pas de. 7 minutes.
D'ailleurs, version animée qui a pris 1 an de travail, Ok. qui est super long. Mais qui est sublime. Ouais, qui est Enfin, sublime. qui est franchement. Qui- Et puis en plus, vraiment, les dessins vont bien avec. Bah, c'est super beau, ça marche super bien, ça iconise au maximum le personnage joué par Lucy Liu. Bien sûr. Et notamment, l'équipe en charge de cette animation, c'est la même équipe qui a fait Ghost in the Shell, les animés. Ouais. Donc c'est la production IG. D'accord. Et notamment, il s'est inspiré d'un film indien pour ce film-là, pour ce passage-là. Ok. Le film, c'est Aala Vandan. Alors, un film qui est sorti en 2001 de Suresh Krishna. Donc, Ok. on pourra mettre des petits passages. Alors, c'est moins beau que ce qui est dans Kill Bill, mais Ouais. c'est la source d'inspiration. Je te laisserai la regarder parce que on voit un peu les détails, on voit ce qu'il a donné comme indication à la production IG pour faire ce passage-là animé. D'accord. Ok. Donc aussi, et pareil, pourquoi à la fin du film il y a marqué basé sur une histoire entre Q et You, c'est que c'est une idée de Quentin et Uma, donc c'est une idée de Quentin Tarantino et Uma Thurman, ce film-là. Donc il le rend hommage, il assume totalement que Uma Thurman a participé à l'écriture Ouais, à tout de The Bride. Dessus, j'aimerais bien voir cette scène. Je te montrerai, on pourra la mettre film-là. en story, ça peut être... Alors le film est en entier et en live action, il y Ouais. a juste un passage qui est en animé. D'accord. Donc voilà, donc c'est un film indien. Je me suis renseigné un petit peu, on le regardera, on peut le mettre même en story pour les petits curieux. Soyons fous. Alors, petits- on peut le faire. Non, et puis en plus, en restant dans les inspirations de Tarantino, il s'inspire aussi de Brian De Palma sur ces scènes, ce qu'ils appellent un split screen. Ouais, c'est quand ça se sépare en deux en fait. Ouais, exactement, c'est ça. C'est qu'en fait, pour que tu puisses, toi, voir l'action, plusieurs actions en même temps, il coupe l'écran en plusieurs parties. Pour donner un exemple, c'est la scène dans l'hôpital. Du début, c'est ça, Où exactement. là, il y a le petit sifflement là. C'est ça. Donc ça, c'est vrai qu'il y a... Ça, je trouve ça beau que Tarantino arrive justement à faire plein de petits effets comme ça, de montrer aussi que le cinéma mis bout à bout, ça peut être quand même un beau... Ça peut faire un film, mais un très beau film, quoi. Bah, d'ailleurs, le split screen, il y a une scène super bien dans la volume 2. En fait, le split screen apparaît quand il y a Elle Driver. Parce que c'est les deux personnages un peu qui se ressemblent, Ouais. en même temps qui se détestent. Et entre du coup Uma Thurman et le personnage d'Elle Driver joué par Daryl Hannah. Mm. Et en fait, il y a une scène à la fin où ils vont se battre et il y a un coup qui va être asséné et les deux vont partir de la caméra. Et Ouais. en fait, il y a le split screen qui va sortir. Donc on va voir les deux personnages sur chaque côté de l'écran. Ouais, avec leurs actions différentes, chacune a une expression, ou effectivement, Tout à fait. ça. Et toi, Clément, du coup, c'est quoi la scène qui t'a le plus marqué dans ce film? Parce qu'avec toutes ces scènes quand même assez folles, est-ce qu'il y en a une... Alors, tu peux m'en dire plusieurs, parce que te connaissant, voilà, t'es un petit gourmand de scènes, quoi. Oui. T'aimes bien prendre un peu tout, mais est-ce qu'il y en a une qui vraiment, où tu t'es dit, ça elle me fait kiffer, quoi. Franchement, la scène où... alors, je voulais en dire une, mais je pense que c'est un spoil, on va pas forcément spoiler. Mais franchement, la scène, ouais, quand elle arrive au Japon, franchement, ça c'est stylé, quoi. Mm. Quand il y a la musique et tout, elle est là sur sa moto. Et ouais, pour moi, et commence à repérer... comment elle s'appelle déjà la personne jouée par Julie Dreyfus. Sophie Fatale. Sophie Fatale, voilà. Alors, Très drôle. Pas du tout... bon, et en fait, ouais, il y a ce côté-là où vraiment, ouais, je trouve qu'elle est stylée, cette scène. Mm. J'aime bien ça. Et toi? Bah écoute, moi c'est la scène où elle va se faire le sabre. le sabre justement. le Hattori Hanzo. Exactement. Le Hattori Hanzo. Et en fait, bah, j'ai kiffé cette scène-là parce que je me suis dit, ça me ferait kiffer d'avoir un sabre et juste de le garder et de dire, bah ce sabre-là, il n'y a que moi qui l'ai, tu vois. Ouais. En mode, bah là le pélo, il s'est embêté pour faire un sabre comme ça. Et en plus, toute la scène est vraiment... tu sens que lui, il veut plus en faire, enfin, il veut plus tuer de personne justement Ouais, avec parce ses que armes. Et elle lui fait, mais moi je veux Kill Bill. Bon, ben allez, je t'en fais un. Ouais. Mais c'est le dernier, tu vois, c'est The Last. Et j'ai trouvé la scène trop bien, quoi. Je me suis dit, Oui. ben, avec ça, genre, elle est intouchable, quoi. Genre, vraiment, c'est Batman, tu vois. Oui. Donc, non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Et puis après, on va découvrir dans le volume 2 que, en fait, c'est quoi? C'est le frère de Bill Oui, qui en a- qui est joué par Michael Madsen. Ouais, là. c'est Bud. ça. Qui en a un aussi. Tu vois, donc en fait, je me dis, bah, et puis c'est des. Enfin, la valeur, elle est. Enfin, ça vaut des millions et des Oui. millions, tu vois. Enfin, C'est ils en parlent. inestimable. Exactement. Donc c'est vrai que tu te dis, bon, ben,
J'aimerais trop en avoir un juste pour le montrer, dire, vous voyez ça? Il n'y a que moi et 6 tueurs dans le monde qui l'ont. Et toi? Bah, je suis vendeur auto. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est stylé d'avoir ça, et comme tu le dis, c'est inestimable. Et c'est des sabres qui tuent les gens, notamment Hattori Hanzo refuse de le faire parce que c'est des armes meurtrières. Bien sûr. Et après, du coup, la Bride va nous montrer que ça tue vraiment bien. Ouais, Ça ça, dé- oui, ça ça, découpe, ouais, ça découpe très très bien. Non, et puis même, tu vois, dans le volume 2, ce que j'aime bien aussi, c'est la démystification du frère de Bill, Bud, Oui. je crois qu'il s'appelle. Mhm. Où vraiment, tu vois, c'est quand même un mec qui, avant de ce que te raconte Bill et autres, c'était vraiment un très bon tueur. Il était acclamé de tout le monde. Et là, maintenant, il fait de la sécurité dans un Ouais, club de strip, tu C'est vois. un videur. Ouais. Et en plus, il se fait virer. Ouais. Bon, c'est pas un spoil, hein, c'est vraiment. Oui, C'est juste dans l'histoire. oui, Il oui. se fait virer. Et puis son patron, c'est un connard. Enfin, vraiment, tu Oui. vois, tu te dis, mais des mecs qui ont vraiment été au summum de leur activité. Et là, il est dans une caravane sous 40 degrés, avec un sabre qui vaut des millions. Mais, bah, juste, voilà, il kiffe s'en ça, il se murge, il a un chapeau de cow-boy. Et voilà, fin de l'histoire, tu vois. La vie de la togne, quoi. Ouais, ouais, exactement. Non, mais c'est vrai que je me dis, c'est beau aussi que Tarantino arrive à te dire, bah, c'est des mecs qui au départ étaient vraiment connus et qui maintenant, bon, bah, le temps passe et au final, bah, ça devient juste des mecs ringards Oui. qui boivent des bières et qui ont des caravanes dans le désert. Vraiment, ouais, Alors c'est après, ça. j'en connais pas trop, Non, des gens qui ont des caravanes dans le désert et une bière. bah, je connais pas trop de désert. Déjà, Ouais, aux c'est alentours. vrai qu'aux alentours de Montpellier, non, Perpignan non Non. plus. Ouais, c'est un peu compliqué Ouais. d'en trouver ici, mais si on va. Ouais, on verra plus tard, peut-être Oui. si on connaît des gens, mais On arrive à pour trouver. l'instant, en tout cas, on vous le dira. Bon, alors, si tu me le permets, on peut raconter quelques petites anecdotes. Bah écoute, vas-y, hein, envoie Alors- tes anecdotes. Alors, dans le film, il y a Samuel L. Jackson Ouais, qui exactement. joue Rufus, le pianiste, qui a notamment joué pour Kool and the Gang Ouais, dans l'univers de Tarantino. La musique qu'on entend quand elle repère un de ses anciens tueurs, oui. c'est la musique de Quincy Jones, Ironside. Le compositeur, c'est RZA, un des Exactement. membres fondateurs du Wu-Tang Clan. Mm. Groupe Sur ça, mythique ouais. dans le rap, notamment Bah, qui oui. a fait Même le sigle qui est connu. Oui. Enfin, et notamment mondialement. très grand fan de films de Shaolin. Hein. Ah ouais, Ouais. D'accord. Ah ok. oui, ils sont vachement là-dedans. Notamment, Tarantino a produit un des films de RZA qui parle de ça, un film un peu de kung-fu. Ok. Et oui, un de leurs albums, c'est Enter the 36th Chamber, c'est-à-dire Entrer la 36e chambre, D'accord. qui est un film japonais, si je dis pas de bêtises. Donc eux aussi, ils sont fans comme Tarantino de films japonais, hongkongais. Voilà. Bah, quand tu t'appelles Wu-Tang Clan, c'est Voilà. que bon. C'est que tu as une petite Il y a quand même appétence des, voilà, il y a asiatique. quand même des petits indices là. Hop, 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 allez, réveille, réveille. Ouais, non. Il a fallu aussi 500 litres de faux sang pour faire le film, Ok. ce qui est énorme parce que alors du coup Tarantino était très exigeant sur ça. Ouais. Il ne voulait pas du sang de film d'horreur, il voulait Mm. pas du sang de film d'action, il voulait du sang de film de samouraï. D'accord. C'est-à-dire notamment c'est pour ça que dans la deuxième partie un peu moins, mais dans la première partie beaucoup, où en fait il y a le sang qui gicle dès qu'un bras est coupé. Ouais. C'est même les têtes. Enfin, la tête, sans Et ça, spoiler. hein. c'était voulu en fait. Donc c'était du sang de samouraï. Voilà, la couleur était choisie, tout était choisi pour le film. Donc Ouais. il a fallu 500 litres de faux sang, ce qui est énorme. Mais en même temps, quand on regarde le passage, la scène d'action, on comprend. Ah, mais c'est sûr. totalement, Et puis surtout que les scènes qui ont dû être faites. Hein. Oui. Parce que ça, on n'en parle pas assez, mais la scène de bagarre au départ Ok. dans le resto japonais, Mhm. ben en fait, dès qu'il y avait un truc qui allait pas, il devait nettoyer tout le Ah sang bah oui. Ouais. pour ensuite refaire la scène. Il fallait pas qu'il y ait une goutte de sang. Donc connaissant notre Tarantino Ouais. qui laisse rien passer, je pense que le mec qui devait nettoyer le sang, il n'en pouvait plus. À la fin de la journée, il devait dire c'est bon, j'en ai trop vu là. Alors ensuite, le film, le volume 1 a été tourné au Beijing Film Studio. D'accord. Le film a tourné entre Mexique, la Chine, les États-Unis, Ouais. un peu pour tourner toutes ces scènes-là. La Pussy Wagon. Ah, Tu ouais, connais oui. la Pussy Wagon Bah, bien sûr, je la connais. a appartenu à Tarantino.
Ah bon? Pendant... Alors ça, Je t'en dis, c'est une surprise. c'est fou. Hein. Ouais, Il c'est a terrible. elle a appartenu à Tarantino, donc après le film, il l'a gardé. Bon, allez. Et puis, il devait être très très beau avec. Alors là, Allez. on vous mettra en photo sur Instagram la photo de cette voiture. La puce wagon, ouais. Comment vous dire que. Bon, Et il y a une réplique aussi de la puce wagon qui ressemble énormément, alors je sais pas si c'est celle-là qui a été maquillée, dans le clip Téléphone d'accord. de Beyoncé et Lady Gaga. Je sais pas si tu te rappelles de cette musique. Oui, mais je sais pas le Sorti clip. début 2010, bah en fait, ouais, il y a une prison et à un moment on voit une sorte de voiture et elle ressemble énormément à ça. D'accord, ok. Bon, Bon, s'il faut, ils ont pris ça. Hein. la scène, tu l'as dit tout à l'heure, contre le combat des Crazy 88, a pris 8 semaines pour être fait. Punaise. C'est long. Ah, donc en fait, le mec, quand il rentrait le soir, il se réveillait le matin en disant je dois renettoyer du sang. Ouais. Oh là là. Ça devait être horrible. Oh le calvaire. Et l'animation, on l'a dit tout à l'heure, a pris 1 an de production à se faire Ok. pour cette animation de 7 minutes. Mais franchement, ouais, c'est super beau, quoi. Et puis je crois que les deux films sont sortis pas en même temps. Hein. Alors, le premier volume est sorti en octobre, si je dis pas de bêtises, octobre 2002. Et la suite est sortie, je crois, en février ou mars 2003. Les deux ont été tournés quasiment au même moment, il y a quelques mois En d'écart. salle, je te dis. Alors, le fact-checker. En salle, on a le regarde. 26 novembre 2003 Ouais, est sorti Kill Bill, ok. Le volume 1. volume 1. Et le 17 mai 2004, on a le volume 2 qui est sorti. Voilà, ouais, à peu près 6 Dessus. mois d'intervalle. Ouais, c'est moi. Donc c'est cool, ouais, parce ils les ont tournés en même temps. Mm. Et franchement, ça va être stylé, quoi. Tu te dis, bon, tu vois le volume 1, t'es Ouais. chaud, t'attends 6 mois. Top, tu as le deuxième, franchement, c'est cool, quoi. Ouais, et puis de cette ampleur-là, on n'a plus aucun film, tu vois, qui arrive justement. Ben là, et récemment, il y a eu 28 jours plus tard. 28 ans plus tard. Ouais, Il 28, y a ouais, eu c'est un vrai que. décalage de pas de 6 mois, à peu près un peu plus de 6 mois, 6, 7, 8 mois. Ouais, Et donc du coup, et après il y aura aussi les films sur les Beatles. oui, mais qui vont être autant retentissants dans le monde du cinéma, tu vois, je trouve que. Ah oui, après Enfin, 28 ans, c'est des très bons, c'est deux très bons films, mais c'est vrai que comparé à du Kill Bill, Mm. c'est compliqué quand même, tu vois, d'arriver tourner la à suite, faire ouais. deux films en disant non, mais c'est au final, prenez-en Oui. un, et les deux, tu dis, bah, c'est des masterclass, quoi. voilà, après récemment tu as eu Avengers, Infinity War Ouais, et ouais, bien Endgame. sûr, ouais. Là, il y a eu plutôt 1 an d'écart. Là, les prochains, ils vont faire la même chose, ils vont en sortir Ouais. un et 1 an après, ils vont sortir la suite. Mais c'est vrai que Pour faire deux masterclass, quand même. ouais, on va voir ça, donc c'est cool. Donc ouais, moi j'attends de voir le film sur les Beatles, voir ce que ça donne. Ouais, c'est vrai que S'ils ça. sortent les 4 et le puis, même jour, Surtout ou que ça, décalé. ouais, c'est ça, ça va être 4 films, quoi. C'est pas juste Ça va t'en être fais costaud. deux. Moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, bah écoute, je pense que ça va être sympa. Et là, mon petit Pierrot, est-ce que on peut repartir sur un petit quiz? Bah bien sûr. Attends, juste, je t'envoie une petite anecdote pour faire Allez, plaisir on aux va gens, faire voilà, plaisir. parce qu'il y a un moment, faut régaler les gens. Oui. Je reviens sur le sabre Oui. d'Hattori Hanzo. Il a été spécialement conçu par un maître forgeron pour le film. Ok. Donc ça veut dire que vraiment, ils sont allés voir quelqu'un pour vraiment en faire un. Le jour où j'ai du pognon, je t'assure, mon Clément, que je m'achète pas je m'achète pas une bagnole, je m'achète pas une maison, je m'achète ce sabre. Voilà. Même si c'est un faux, je vais le payer le faux, voilà. Je le dis, s'il y a des gens qui ont des faux Hattori Hanzo, je le paye très peu cher pour l'instant parce Oui. que je n'ai pas le pouvoir d'achat. Bah, on peut le payer en compote, on peut le payer, On peut le l'inviter, payer, voilà. au On peut podcast. une invitation à Hattori Hanzo, ça peut se faire. On est capable de le faire. On sait le faire. On sait le faire. Donc, excuse-moi Clément, mais vas-y, envoie-nous ton petit quiz bonheur. J'ai envoyé mon petit quiz, écoute. Alors, première question. D'accord. Attends, je me mets en... Voilà, c'est bon, là je suis En chaud. condition. Là, je suis chaud, vas-y. Pense Tarantino. Là, ça va être Ouais. une question sur Tarantino. Si tu veux, je me mets pieds J'évite nus. un peu trop de penser comme Tarantino. Tu veux que je Voilà. me mette pieds nus, je me mets à l'aise. Ouais. Je te montre sur les- Montre-moi tes panards. Quel est le premier film de Quentin Tarantino? Euh... Il y a, C'est... il y a soit Pulp Fiction, soit Reservoir Dogs, soit Jackie Brown. Non, c'est Reservoir Dogs. Quel est le seul film adapté d'un roman de Tarantino? Parce qu'il a écrit tous ses films, Ouais. il est auteur et réalisateur, mais il y a un seul film qu'il a adapté d'un roman. Alors, c'est soit numéro 1, Inglourious Bastard, Ouais. numéro 2, Jackie Brown, ou numéro 3, Pulp Fiction. Mais Inglourious, je dis non. Parce que sinon, je pense qu'ils auraient surfé sur le truc. Pulp Fiction, un livre, je pense, je dirais Jackie Brown.
Très bonne réponse. Là, on est sur un 2 sur 2. Donc, le livre, c'est Punch Créole de Elmore Leonard. D'accord. En fait, après Reservoir Dogs et Pulp Fiction, on le voyait un peu comme un réalisateur un peu marginal. Ouais. Donc, vachement sur les films de gangsters. Donc, il avait besoin un peu d'acquérir cette maturité. Donc, c'est pour ça aussi il a choisi d'adapter un roman. Et c'est pour ça que Jackie Brown est moins bien aimé parce que c'est un film plus calme. Ouais. Il y a du Tarantino toujours Ouais, dedans dans les dialogues. Il y a il y a du beau monsieur, il y a De Niro. Oui, il y a des voilà. très très bons acteurs. Il y a Pam Grier et notamment c'est un hommage à la Blaxploitation, les films noirs américains. Et donc du coup c'est un des films qui marquait un peu le côté mature de Tarantino. Donc il s'est inspiré d'un livre. C'est un des seuls films où il prend un livre, il adapte un livre. D'accord, ok. Troisième question. Quel est le seul acteur à avoir rapporté 2 Oscars grâce à Quentin Tarantino? Et les 2 Oscars, c'est 2 Oscars du meilleur second rôle. Donc tu as le choix entre DiCaprio, Samuel L. Jackson ou Christophe Waltz. Je dirais Samuel. Et non. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. C'est Christophe Waltz qui l'a gagné pour Django Unchained et Inglourious Bastard. Ok. Donc ce qui est fou, c'est que dans Inglourious Bastard, il joue un nazi, un SS, qui il joue pour son côté vraiment où il parle plusieurs langues, etc. C'est vrai qu'il est exquis dans le film. Et par contre, dans Django Unchained, il joue un mec super agréable. Donc ce mec sait tout jouer. Et ensuite, quelle est l'œuvre asiatique qui a inspiré Kill Bill? Quelle est l'œuvre asiatique la plus forte? Alors il y en a énormément, on en a parlé tout à l'heure, mais il y en a une notamment où il reprend une des scènes à la fin de Kill Bill volume 1. Est-ce que tu te rappelles du titre ou pas du tout? À la fin? Non. Et c'est Lady Snowblood. Ah oui, putain, tu l'as dit, je suis con. De Toyoshi Fujita. Bah, qu'il a fait la même scène, quoi. Voilà, la fin, en fait, c'est complètement inspiré. Ok. Donc voilà, c'était mon petit quiz Tarantino. Et pour conclure, j'aimerais bien faire une petite parallèle sur Uma Thurman. Bien sûr. On voudrait parler de cette grande actrice. Grande femme. Ce film, c'est aussi son idée. Elle a inspiré le film. Et elle marque son aura. Elle imprègne le film par son caractère, par son personnage. Son personnage est indélébile. Et c'est le personnage de la Bride, de Béatrix Kiddo. Et j'ai regardé, elle n'a eu 0 nomination aux Oscars. Ce que je trouve honteux. D'accord. Parce que honnêtement, pour une performance qu'elle a fait, honnêtement, ça vaut une nomination. Je pense que maintenant, une actrice sort une performance comme ça tout le long du film, elle a une nomination. Puis sur 2 films. Vraiment sur 2 films, elle s'arrête pas. Quoi. Même sur 3, parce que si on prend Pulp Fiction, oui. Je trouve que c'est une époque où elle surfe vraiment sur le cinéma, en tout cas américain. Oui. Bah après Pulp Fiction, c'était un peu avant, mais oui, notamment Kill Bill, pour moi. Enfin, là demain, une fille comme que ce soit Zendaya, Florence Pugh, fait un film de l'ampleur de Kill Bill, à jouer l'action du début jusqu'à la fin de cette manière-là, en donnant autant, je pense qu'il y a une nomination. Bien sûr. Là, malheureusement, il n'y en a pas eu. Et donc, c'est une très grande actrice. Je voulais revenir un peu sur son histoire. Donc, c'est vrai que sa mère était mannequin. Ok. Et elle a côtoyé pendant une période, alors c'est pas le père du Mathieu Mann, mais elle a côtoyé un trafiquant de LSD. Ah. Et la personne qui les a mis en relation, c'est Salvador Dali. Oh, parce que la mère de Uma Thurman est amie avec Salvador Dali. Okay. Et donc, après cette relation avec ce dealer de drogue, qui n'a malheureusement pas continué, elle s'est mise avec un professeur dans le bouddhisme, d'où son nom Uma, qui est issu du bouddhisme, si je dis pas de bêtises, qui parle, je crois, c'est le nom d'une déesse, Uma. Et donc, du coup, elle est née de cette union-là. Donc, Uma Thurman est une très grande actrice qui a notamment joué avec Terry Gilliam, Gus Van Sant, Lars von Trier, John Woo, Paul Schrader, Oliver Stone. Et c'est une icône aussi d'Hollywood, notamment par ses rôles de Mia Wallace dans Pulp Fiction et Béatrix Kiddo. Et là où j'aimerais tirer un peu mon coup de gueule, c'est que c'est dommage qu'on ne la voit plus, parce que c'est une icône, mais après ça, elle a fait des films, elle a fait des petits navets, mais dans l'ensemble, là, j'aimerais bien la revoir. Elle fait des petits rôles dans certaines séries. Elle est notamment revenue dans la série Dexter, qui a repris là en 2005. Ouais, Résurrection, oui. Elle a repris la série qui a repris, mais malheureusement, elle a pas des rôles. Je trouve, j'aurais bien aimé voir une carrière à la Meryl Streep plus marquante, bien ou à la sûr, Nicole Kidman, ce que fait Nicole Kidman notamment avec Baby Girl. Je trouve ça super bien, et c'est dommage qu'on lui propose pas assez de rôles. J'aimerais la voir, même voir jouer tourner avec sa fille aussi, Maya Hawke, oui, c'est vrai que qui commence à énormément exploser dans Stranger Things. C'est ça, et qui a joué aussi dans Était une fois Hollywood de Tarantino.
Et notamment, quand il a fallu parler, elle a parlé pour l'affaire MeToo, Bien sûr. notamment parce qu'elle a subi une agression sexuelle de la part du producteur de cinéma Harvey Weinstein, producteur qui a produit quasiment tous les films de Tarantino, je crois jusqu'à une certaine période, jusqu'à l'éclatement ouais. MeToo en fait. Et Harvey Weinstein l'a pris à part dans un hôtel et lui a sauté dessus en essayant de la violer. Donc elle a réussi à s'en sortir, elle est partie de justesse, et à cause de cette histoire-là, elle avait prévenu Tarantino qu'elle ne voulait pas, sur le tournage de Kill Bill, qu'il s'approche. C'est ça. Parce qu'elle était traumatisée. Et Tarantino ne l'a pas forcément écouté. Voilà. Ouais, oui, et puis surtout que quand tu regardes maintenant ces interviews à Tarantino, il essaye un peu de se dédouaner en disant oui, mais bon, tout le monde le savait. Oui, voilà. Mais tu vois, c'est débile et tu sens en plus que ça l'a marqué parce qu'il y a une interview qu'elle fait sur je sais pas quel film ou série où elle interviewe où c'est le début où on commence à savoir que l'autre c'est un trou du cul. Ah oui, oui. Et ouais, juste elle dit bah, je vais pas parler à chaud parce que je pourrais dire des choses qui vont me retomber dessus. Et après, juste après, elle fait une interview ou un podcast où justement elle explique, elle dit bah en gros voilà ce qui s'est passé quoi. Ben, dans la sphère d'Hollywood, oui, c'était connu. Mais là où il fallait que des personnes comme Tarantino parlent, tout le monde s'est tué. Oui. Et notamment Tarantino en parle plusieurs années après. Comme tu l'as dit, il dit oui, c'est vrai, j'aurais aimé faire mieux, mais c'est vrai que je savais pas ces histoires de viol, etc. Bon, moi je pense qu'il savait. Après, j'étais pas là-bas, mais je pense qu'il savait. Oui, et puis faut arrêter de se leurrer au bout d'un moment. Enfin, tout dans ces milieux-là, je pense que tout se sait. Et Uma Thurman a parlé, elle a osé le dire, là où très peu ont osé parler. Et notamment, c'est une des figures de proue du mouvement MeToo. Hein. Bien sûr. Ce qui a permis d'ouvrir énormément de choses, de casser les tabous là-dedans, sur la condition des femmes dans ces milieux-là. Oui, et puis de montrer aussi que on peut survivre de ces moments-là aussi, tu vois. Elle a réussi à braver ça en faisant des super films et en ayant tout le temps ce côté digne, quoi. Tu quand même Bien sûr. de rester la tête haute et de dire, bon, ben, il m'est arrivé ça. Elle n'en a pas parlé pendant quand même 30 ans, tu vois, c'est fou de se plus, dire... il y a eu le problème aussi des rushs, bien sûr. Tu voulais en parler et aussi. oui, ça aussi, on n'en a pas parlé, mais effectivement, vers la fin du volume 2, au bout d'un moment, elle doit conduire une voiture, et pour des histoires je crois que c'est de lumière. Non, c'est juste Tarantino voulait que ses cheveux volent au vent. Ah ouais. Et comme il ne voulait pas utiliser de ventilo, il lui a dit tu dois rouler très vite. Ouais. Et Uma Thurman avait peur de cette route. Tarantino lui a dit non mais tranquille, je l'ai prise hier, il n'y a aucun problème. Sauf que Uma Thurman a pris cette route en sens inverse. Ouais. Donc du coup, pas dans le sens que Tarantino l'a pris la veille. Ouais. Donc elle a roulé vite et elle s'est pris un arbre. C'est ça. Et en plus, surtout que ce qui est fou, c'est qu'on a les rushs maintenant. Oui. Mais au départ, quand ça s'est fait... décennies, oui, elle n'a pas eu les rushs. Mais là, jusqu'en 2020, elle n'avait pas de rush. Donc en gros, on est là. Enfin, elle avait fait une demande et la production avait tellement peur qu'elle porte plainte ou autre. Oui. Ils lui ont dit... Non, mais elles n'existent pas. Et après, en 2020, ils ont dit bon, c'est bon, on te la redonne. Bah, en fait, Tarantino les a récupérées, a réussi à les avoir. Okay. C'est lui. Mais bon, il lui a fallu quand même des années pour se réveiller. C'est ça, pour se forcer à avoir. Donc, voilà. Et puis, quand tu vois la vidéo, c'est assez impressionnant. Ah oui, quand même, elle a le choc qu'il y a. Elle a encore des séquelles, elle a des grosses migraines, des douleurs au cou. Pour un accident qui s'est passé quand même au début des années 2000. C'est ça. Presque 20 ans après, elle a encore des séquelles là-dedans. Et sachant que personne n'a voulu l'aider là-dedans, c'est chaud quand même. Ah oui, non, bien sûr. Donc moi, je voulais un peu finir parce que j'ai regardé un petit peu des interviews qu'elle a données. Et elle a notamment fait une interview pour le New York Times avec Maureen Dowd. Et elle a parlé de ce passage-là, de cette vie-là. Elle a un peu exprimé tout son sentiment sur MeToo. Je voudrais citer Uma Thurman. Il y a un passage que j'ai beaucoup aimé. Personnellement, cela m'a pris 47 ans pour arrêter de me dire que les personnes qui étaient méchantes avec moi étaient amoureuses. Cela m'a pris du temps parce que je pense que les petites filles sont conditionnées pour croire que la cruauté et l'amour ont, quelque part, une connexion. C'est l'ère de laquelle il faut s'extraire aujourd'hui. Je trouve que c'est lourd de sens et c'est un super message à adresser à la suite par rapport à tout ce qui s'est passé, de dire aux filles, arrêtez de... C'est pas parce qu'on est méchant avec vous qu'il y a une force de bonté derrière. Il faut le dire, il faut le parler, il faut pas avoir peur, il faut s'exprimer. Et là où pour moi le mouvement MeToo est hyper important, c'est que ça a débloqué énormément de choses. C'est ça, oui, ça a débloqué et puis ça a permis de mettre des personnes qui avaient un laissez-passer, un laissez quand même, quand tu vois tout ce qu'ils avaient pu faire tout ce temps-là, juste en payant des films, hein, parce que ce qui est terrible, c'est que au final, moi de ma propre opinion, pour moi c'est juste que Tarantino, il se faisait payer ses films, donc il disait rien quoi.
ça lui allait très bien, c'était comme un accord. Et heureusement que justement, on a des actrices comme ça, avec autant de courage, pour soulever aussi ces problèmes-là, et en parler publiquement. Parce que je pense que le fait d'en parler, ça lui a aussi plombé la carrière, même si nous, de notre côté, on ne le voit pas. Dans le Hollywood de ces années-là, ça reste compliqué de te dire, c'est encore beaucoup d'hommes qui sont dans des postes importants, et souvent, ils ne sont pas dédouanés de tout, quoi. Bah, tu le vois, tu le vois de ce qui s'est passé. Enfin, notamment le film sur Marilyn Monroe qui expliquait que Marilyn Monroe a subi des viols. Bien sûr, ouais. Bah, donc, pour une Uma Thurman qui parle, il y en a combien de personnes Non, mais bien sûr, sur ça, là, on peut prendre l'exemple actuellement, avec CNews et Morandini. Oui. Même chose, il a été jugé. Donc là, vraiment, on ne peut plus dire c'est pas vrai, ça s'est pas passé. Et pourtant, CNews disent on va le garder quand même, tu vois. Cas où, quoi. Donc, non, je trouve que si déjà publiquement avec des si petites personnes ils peuvent le faire, oui. Alors dans Hollywood je pense qu'il y a des choses qui sont encore cachées, donc non c'est vrai que dessus ça reste, pour moi ça reste une grande femme du cinéma, oui. Qu'on n'oubliera pas totalement, oui. Dessus, même si voilà elle a du mal en ce moment à trouver quelque chose qui lui redonne la grandeur qu'elle avait avant. Elle reste quand même une pro et un drapeau, oui. Justement sur ce côté de femmes qui ont vécu ces choses-là et qui, je ne sais pas si on peut réussir à passer outre, mais qui ont réussi à surmonter ça et à dire je peux en parler, et en même temps j'ai réussi à faire des films avec des mecs comme ça, et ensuite à leur chier à la gueule en disant ces gars-là en fait c'est des salauds, quoi. Voilà, Uma, on t'aime. Voilà, c'est Pote à la compote, t'aimes Uma, oui. Et si tu veux passer et me dire un coup de gueule, tu peux, les micros sont ouverts. Totalement. On passerait sur la note à la compote ? Allez, on peut passer. Toi, tu mettrais quoi ? Combien sur 10, pardon ? Pour moi, c'est une golden. Ah, la golden. Ouais, mon Clément. Tu la mets, je respecte totalement ton choix. Voilà, c'est une golden parce que c'est un des rares films que j'arrive à revoir plusieurs fois sans jamais me lasser. Mm-hmm. J'adore toujours. Je trouve que le parti pris qu'a Tarantino ne vieillit pas, alors que c'est un véhicule. C'est un film c'est deux films qui ont quand même trop professionnel, t'es dans le... Ouais, non mais là qui ont quand même plus de 20 ans, et tu dis ils sont encore d'actualité, et puis c'est encore ça marche super bien, franchement. Exactement, c'est encore ultra beau visuellement. Donc non, franchement, je trouve que dans tout ça, pour moi ça vaut une golden facile. Bah, j'accepte ta golden. Ouais. Et toi, mon Clément, du coup moi, je mettrais un petit 7 sur 10. Ok. Voilà, parce que franchement, le film est sympa. Après, c'est vrai que c'est un bon film d'action. Ouais. Il n'y a rien à redire. Mais oui, c'est vrai que je l'ai peut-être un peu trop vu. J'ai peut-être un peu trop revu. Je me lasse un petit peu. Ouais, bien sûr. Je commence à le connaître par cœur. J'ai plutôt bien aimé la deuxième partie. Où avant, j'étais plutôt comme toi. Dans la première partie, j'aimais bien. Mais c'est vrai que, notamment dans ma jeunesse, quand t'es adolescent, tu kiffes Tarantino. Donc, je l'ai poncé. Bien sûr, oui. Mais c'est vrai que oui, là, je l'ai revu un peu à la baisse. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que je mettrais un petit 7 sur 10. D'accord. Mais ça reste quand même un très bon film que je conseille. Ok, nickel. Et dans les recommandations, j'aimerais recommander un film. Alors, je regarde un peu moins des films d'action dans ce style-là. Mais moi, ce qui m'a sauté à l'esprit, c'était 2 films. Le premier, ça serait plutôt John Wick. La saga John Wick, qui est hyper stylisé, hyper joli. Il y a une attention qui est portée au niveau de la mise en scène, il y a des idées, et c'est un des très bons films d'action, de très bonne facture. Et notamment, et j'aimerais aussi parler de Kingsman. Effectivement. Pareil aussi, des films qui sont des films d'action, films de divertissement, mais qui ne prennent pas les spectateurs pour des cons, et qui proposent aussi de la mise en scène, qui proposent des très bons jeux d'acteurs, qui proposent des scènes vraiment intelligentes, vraiment sympas, qui vraiment propose quelque chose qui fait des choses avec la caméra. Tout en restant en grand public. Voilà, moi je conseillerais ces 2 films-là si vous voulez prolonger un peu le plaisir Kill Bill. Bah écoute, moi j'en ai une de reco. C'est une taille 45, je dirais pour moi. Ouais. C'est la Onitsuka Tiger Mexico 66. Ouais. C'est en fait la mythique chaussure jaune qu'elle porte quand elle se bat au début contre les Japonais. Il y a marqué fuck off, je crois. En exactement. Dessous, ouais. Donc j'ai vu la boutique à Londres quand j'y suis allé avec ma copine. Oui. J'ai failli les acheter. Ok. Et en fait, elles coûtent 160 €. Ouais, chiant. Donc pour l'instant, le podcast ne paye pas assez pour que je puisse me les offrir.
Mais un jour peut-être. Après, c'est bientôt ton anniversaire. Si jamais tu veux proposer aux gens de te faire Ouais, un mais il cadeau. faut que je les essaye quand même. Faut que je les essaye Alors, parce que. envoyez-les nous. Ouais, Les envoyez. Alors, essaye. Azix, envoyez-nous ça. Azix, oui. Moi, je les essaye. 45, 45 et demi, 46, voire. Et après, si ça passe. 46. Ouais, j'ai des grands panards. Faut Ouais, faire gaffe. je hein. vois ça. Je peux le voir. Je vois, ils sont énormes. Ils sont énormes. Ils sont devant Tarantino, moi. il se régalerait là. Ouf. Là, c'est le buffet à volonté. Ou Tarantino, il envoie des coups de langue là-dessus. hein. Et donc voilà, non, c'est mon seul. C'est ça le reco. C'est ma seule reco dessus. N'hésitez pas à la regarder. Enfin, à regarder la chaussure. Elle est très jolie. Et après, je voulais juste rajouter un petit truc. Mhm. Comme quoi la France, c'est vraiment le cinéma. C'est qu'elle a été. Elle a gagné quand même quelque chose avec Kill Bill. Ah, la lettre. Le chevalier des lettres et des arts, non? C'est pas Non, ça? Mieux. C'est quoi? Au Energy Cinema Award. Oh putain. Ouais. Et c'est l'édition 1 où Ah, c'est- elle a eu le meilleur look dans Kill Bill Volume 1. Est-ce qu'elle est venue chercher le prix? Je pense pas. Non. Je pense pas parce qu'elle devait être demandée. Enfin Oui. voilà, il y a eu Tout, les oui. Golden Globes, tout ça. Mais voilà. Elle Il y a- s'est pas débloquée pour. Non, mais voilà, il y a Energy. eu quand même les Energy Ciné Awards Ok. Ouais, qui a pensé à elle? qui a pensé à elle et qui lui a dit allez, on Au te moins, file. ils ont pensé à elle. Pas comme les Oscars qui l'ont complètement Bien squeezé. sûr. hein. Donc ça veut dire que là, on est voilà, ça reste la France. Parfait. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne fin de journée ou Bonne soirée. une bonne soirée. Potonette à tout homme. Bisous.